Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus pour participer donc, à cet atelier débat. La thématique de cet atelier, c'est comment faire entendre en Europe, la priorité de la lutte contre la pauvreté dans un climat de montée des populismes. Ça rentre en fait dans le cadre d'un projet européen porté par le APN et l'UNIOPS, soutenu par la délégation interministérielle de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. Cet atelier, construit par les personnes en situation de précarité, est consacré à la montée du populisme et à la veille des élections européennes, sera consacré à la montée du populisme, et nous allons mettre en lumière les enjeux concrets tels que la précarité alimentaire, l'accès au droit au logement et la précarité énergétique, tout en favorisant bien sûr activement la participation des personnes concernées en précarité, de la jeunesse, et en comprenant comment les problématiques sont exacerbées par les tendances populistes, et nous recherchons donc à élaborer des solutions inclusives et durables. Je vais vous présenter les intervenants. À ma droite, à ma gauche extrême, j'ai envie de dire. C'est Juliette Ramstein, qui est chargée de mission des politiques sociales, enseignement collaboratrice du secrétariat général du CNLE. À ma gauche, Morgane Carpeza, qui est conseillère en charge de l'accès aux droits de l'inclusion numérique, de l'évaluation des politiques européennes au sein de la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. À ma droite, donc, il y a Mokhtar Soumeila Guadido. Excusez, Guidado, pardon. Soumaïla suffit. Délégué CRPA des Hauts-de-France et délégué CNPA. Le CRPA, c'est le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées. Le CNPA, c'est le Conseil national des personnes accueillies et accompagnées. Et je suis moi-même l'animateur, Samir El Hamdi, ancien membre des CRPA et actuellement membre du comité des comités locaux du travail social et du développement social. Morgane Brio, pardon. Pardon, à ma droite, Morgane Brio, déléguée du CNPA et membre du 5e collège au CNLE. Pardon, Morgane. Pour introduire le débat, je vais donner la parole à Morgane. Exactement. D'accord. Carpeza. À Morgane Carpeza, qui va nous faire un petit briefing sur la situation actuelle. Bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Moi, je suis en charge effectivement à la délégation interministérielle des questions de politique européenne. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle l'Europe sociale pour commencer, puisque avec les enjeux des élections européennes, c'est quand même une question importante. Peut-être sans rentrer dans le détail de l'histoire, vous redire que les questions sociales, ou en tout cas la préoccupation sociale, elle a mis du temps à venir dans le processus de construction européenne. C'est-à-dire qu'on en parle dans les premiers traités en 1957, où on dit qu'il faut s'occuper des personnes qui sont en situation de pauvreté ou de précarité. On le retrouve dans différents textes, mais à chaque fois, on a toujours un angle très emploi. C'est-à-dire qu'on s'intéresse avant tout aux salariés ou aux travailleurs qui seraient exclus du marché de l'emploi, puisque l'Europe, elle s'est construite dans deux objectifs, c'était la paix et la prospérité. Et donc, pour qu'il y ait la prospérité, il faut qu'on ait un marché du travail efficace, efficient et qui mette le plus de monde au travail. Donc, on a eu quand même du mal dans le processus de construction européenne à vraiment s'intéresser plus globalement aux enjeux de précarité et de pauvreté. Et aujourd'hui, on continue quand même à devoir porter ce sujet. Il y a encore des résistances un peu fortes. Je ne rentre pas dans toutes les étapes, mais peut-être que la dernière étape qui me paraît importante et dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui,
c'est quand même le socle des droits sociaux européens qui a été établi en 2017 et qui, en 2020, a fait l'objet d'un plan d'action. Donc, en fait, la Commission européenne a fait la liste de 20 droits sociaux qu'on considère comme de base, qui doivent être promus dans les différents pays des États membres. Et du coup, à partir de ces objectifs, on a décliné un plan d'action en disant comment on fait pour assurer à tous les citoyens européens ces droits sociaux. Je ne les représente pas, mais l'idée, c'est... alors, je peux vous les représenter, mais ils sont dans plusieurs catégories. Vous avez déjà tout ce qui est pouvoir accéder au marché du travail, donc avoir un emploi de qualité, l'exercer dans des conditions qui respectent la santé et la sécurité. Vous avez après tout ce qui revêt les droits à la formation, donc avoir le droit de se former tout au long de la vie, de développer ses compétences. Vous avez les droits du vivre dignement, entre guillemets, donc se loger, avoir accès à une alimentation saine et durable. Vous avez également tout ce qui est protection des droits de l'enfant, la mobilité, et vous retrouvez aussi la protection sociale, ces choses comme la santé, évidemment. Voilà. Donc, ces droits, ils ont donc été déclinés en un plan d'action assez précis pour les prochaines années, jusqu'en 2027, où l'État donne quelques directives, ou en tout cas essaye de donner un peu une ligne de conduite aux États membres en disant voilà ce qu'il faudrait faire, en tout cas pour aller dans ce sens. Et peut-être que ça va battre en brèche une des représentations qu'on a aussi sur l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, finalement, sur les questions de pauvreté, les questions sociales, c'est pas, on ne subit pas une pression législative de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe aujourd'hui en France, c'est surtout un levier budgétaire. Nous, ce qui nous permet de lutter contre la pauvreté, c'est notamment le Fonds social européen, le FSE, qui permet en fait de financer des actions de lutte contre la pauvreté un peu partout sur le territoire, de lancer des politiques publiques, d'en financer beaucoup. Mais parfois, on entend 80% des lois françaises seraient des lois européennes dictées de l'Europe. Non, ça, c'est un mythe. Aujourd'hui, sur les politiques sociales, on est très peu contraint en fait, législativement par l'Europe. Donc, on a plus intérêt, au contraire, à faire porter des idéaux et tout l'enjeu de ces élections européennes, mais à faire porter l'idée d'une Europe sociale pour justement être peut-être un peu plus moteur dans la construction de droits européens partagés, de droits sociaux européens partagés. Mais voilà, aujourd'hui, donc, le FSE, c'est le principal levier qu'on a pour piloter des politiques publiques. Donc, c'est la DGEFP, la Délégation générale à l'emploi et à la formation, donc du ministère du Travail, qui pilote principalement ce fonds. Donc, il faut savoir qu'à l'échelle de l'Europe, c'est 88 milliards d'euros. Et en France, on a donc 6,5 milliards qui sont consacrés sur les prochaines années. Et donc, ce fonds, il doit servir à la fois à financer des politiques d'insertion et d'emploi. Donc, vous avez notamment la réforme France Travail, qui est en grande partie financée par ce fonds. Ça peut aussi financer des actions beaucoup plus ciblées sur aider des travailleurs à avoir une voiture pour aller au travail, des plateformes de mobilité. Ça peut être aussi des ateliers d'accompagnement de jeunes qui sont très en difficulté pour trouver un travail, donc où là, voilà, on déploie des activités un peu plus adaptées à leurs besoins. Et dans le cadre du pacte des solidarités, qui s'appelait précédemment la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, on a aussi des actions qui ont été sur l'accès aux droits, l'accès au logement, même l'accès à la culture, qui ont pu être financées grâce à ce fonds. Donc aujourd'hui, ce fonds, il sert quand même principalement sur la partie emploi. Donc on a tout un enjeu à vraiment déployer de plus en plus ces financements pour porter des actions plus larges et pas que en direction de l'emploi, parce que la pauvreté, c'est pas qu'une question de revenus ou oui, c'est pas juste monétaire. Être en situation de pauvreté, c'est aussi avoir un lien social plus faible, être plus en difficulté pour accéder à la culture ou aux soins. Enfin, ça peut être dans la vie quotidienne beaucoup plus multiple et diverse que juste et retrouver un emploi, même si c'est un levier très important parce que voilà, ça permet aux personnes d'être plus autonomes rapidement. On ne doit pas limiter la lutte contre la pauvreté à la recherche, enfin, à l'accès à l'emploi. Donc voilà, aujourd'hui, nous, côté délégation interministérielle, on pilote donc ce pacte des solidarités et à travers donc des contrats qu'on signe avec les conseils départementaux notamment, mais aussi
de grandes métropoles, on finance des actions qui permettent de lutter contre la pauvreté. Et le Fonds européen, le Fonds social européen, le FSE, permet aussi d'alimenter ces actions. Donc, voilà, ce processus de construction d'une Europe sociale, il est encore à faire. On a eu vraiment une focale très emploi pour le moment, très marché de l'emploi, marché du travail. Là, l'enjeu, c'est bien de faire émerger et de rendre beaucoup plus concret et opérationnel ces droits sociaux. Et je crois que c'était un peu le sens des travaux aussi que vous meniez dans le cadre du projet EAPN. Donc, voilà, en synthèse, pour ouvrir, mais peut-être. Si tu veux compléter. Euh, Moi, oui, j'aimerais bien compléter. Déjà, peut-être réagir à certaines choses. Moi, je trouve qu'en effet, on peut que constater que l'Europe sociale, elle est en pleine construction parce que c'est vrai que voir les choses à travers l'emploi et l'inclusion sociale qui ne se ferait du coup plutôt par l'emploi, c'est déjà exclure toute une partie de la population. Et ce qu'on appelle plein emploi, c'est aussi parfois accepter des conditions d'emploi qui ne sont pas dignes. Puisque, par exemple, si on est en chantier d'insertion ou si on est dans un contrat incomplet, on va quand même sortir des chiffres du chômage. Pour autant, est-ce qu'on a les moyens de vivre dignement? Pas forcément. Juste, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein, c'est vraiment juste une réflexion. Je pense aussi que dans la conception aussi, et c'est une difficulté aussi quand on... Enfin, plus on est à une échelle grande, plus c'est compliqué. C'est-à-dire que on a des réalités très, très différentes dans les différents pays qui composent l'Union européenne. Donc, il est difficile aussi d'avoir des dispositifs qui soient contraignants. Il est difficile d'avoir des définitions qui soient communes. Et en fait, il n'y a aucune contrainte pour les pays sur l'Europe sociale. Il y a un socle commun, il y a des orientations, mais il n'y a rien qui soit vraiment, qui n'ait une valeur juridique contraignante, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire. Et je ne dis pas que ce serait la solution, c'est juste que du coup, ça laisse aussi place à beaucoup de choses. Quand bien même pour rentrer dans l'Union européenne, il faut respecter certaines règles, évidemment. Et je voulais en venir au fait aussi comment on calcule la pauvreté et comment on détermine les seuils minimaux de revenus dans les différents pays. Donc, il est préconisé d'avoir un revenu minimum dans les pays qui composent l'Union européenne. Pour autant, comment on calcule le taux de pauvreté, comment on calcule qu'est-ce qui reste aux personnes pour vivre, c'est aussi très disparate. Et même la façon dont on le conçoit en France, c'est aussi, moi du coup, de mon expérience au CNLE, on avait beaucoup travaillé sur les budgets de référence et la question du reste à vivre, plus que sur le seul taux de pauvreté qui correspond à 60% du revenu médian. Donc ça, je pense que c'est aussi comment on peut chiffrer et objectiver la pauvreté au niveau européen pour savoir qu'est-ce qui est bon de préconiser. Enfin, je pense que la question, elle est quand même assez complexe, en tout cas déjà sur l'idée d'avoir une Europe sociale. Après, au niveau, donc peut-être pour compléter, c'est vrai que le Fonds social européen, il regroupe quand même beaucoup de choses qui concernent l'emploi et l'insertion. Il y a aussi un volet formation et il y a aussi un volet aide alimentaire qui est assez ancien, qui a changé plusieurs fois de nom, qui avant s'appelait FEAD. Là, récemment, c'est passé à SEAA, donc ça veut dire Système européen d'aide alimentaire. Si je ne me trompe pas, avant, c'était Fonds européen d'aide depuis des années, je pense. Ouais. Ça aussi, c'est aussi un modèle, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou pas. Ouais, tu Ok. En fait, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le fonctionnement de ce dispositif, c'est du coup le financement de têtes de réseau. Donc là, en ce moment, c'est la Croix-Rouge, le Secours populaire, les Restos du Cœur et la Fédération française des banques alimentaires pour du coup qu'elles aient des denrées qui sont listées, qu'elles puissent redistribuer du coup aux associations. Ce qu'il y a, c'est que ces denrées, en tout cas dans le modèle, qui était celui il y a quelques années, c'est du coup des produits qui sont choisis et imposés aux personnes qui ne peuvent pas être vendus, donc du coup qui ne correspondent pas forcément à tous les modèles d'aide alimentaire, notamment les épiceries sociales. Et surtout, c'est très très complexe, le suivi des fonds européens. Donc alors, jusqu'ici, tout est normal parce que c'est de l'argent public, donc il faut le contrôler, il faut l'évaluer. Pour autant, plus on complexifie les évaluations, plus c'est aussi compliqué. Et il y a un enjeu que pour disposer de fonds européens sur l'aide alimentaire,
il faut avoir la capacité d'avancer les frais parce qu'on est remboursé après, du coup, montrant du coup qu'est-ce qu'on a consommé, pas consommé, distribué, pas distribué. C'est pas dénué de sens, mais ça complexifie et ça, de fait, exclut un certain nombre d'associations qui n'ont pas la possibilité de faire ça. Mais bon, le problème principal, et là encore, c'est difficile d'imaginer un modèle qui convienne à tous les pays, mais c'est aussi imposer, entre guillemets, des produits aux personnes. Après, il s'agit de produits de première nécessité, hein, donc on parle aussi d'huile ou de choses qui sont quand même très courantes. Mais il y a quand même cette question de participation, en fait, quand même à ce modèle, à ce mode de distribution. Et bon, je pense qu'on pourra en reparler après, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont pensées, qui laissent plus de place au pouvoir d'agir des personnes, qui se font au niveau local. Je pense à la sécurité sociale de l'alimentation, au transfert monétaire, au chèque du coup d'alimentation durable. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose auquel l'Europe participe. Mais voilà, qui laisse plus de place à la participation des personnes en tout cas, et aussi à leur faire confiance sur savoir en fait qu'ils savent déjà qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'on n'a pas forcément besoin de leur indiquer. En tout cas, c'est ce qui ressortait des avis donc du CNLE et des personnes concernées. Et j'avais juste un dernier point, et après je vais laisser la parole. C'était que, pour quand même nuancer, il y a aussi tout un certain nombre de choses qui émanent des aides de l'Union européenne qu'on ignore. Sur, par exemple, les chèques énergie, c'était Loujaine qui me l'avait appris, mais c'est vrai que, pour le coup, c'est des dispositifs qui sont abondés par des fonds européens. Donc, il y a aussi, je pense, une partie qui est peut-être moins valorisée, mais qui participe aussi quand même à l'aide des personnes en situation de précarité, enfin, à les aider en tout cas. Je te remercie. Monsieur Bosch. Morgane, est-ce que tu veux Mokhtar? Allez. Oui, bonjour tout le monde. Du coup, Ouais, tu peux réagir. sur tout ce qui a été dit, ouais, déjà, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des actions sociales qui sont en train d'être menées au niveau européen. Bon, même si ça existait peut-être déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Personnellement, je suis content de l'apprendre et tout. Après ça, content aussi de faire partie du projet, puisqu'il y a un projet de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion qui est en cours. Je ne sais pas si j'en parle ou... Oui, bien sûr, tu vas devoir réagir. Voilà, EAPN, je ne sais pas si vous connaissez EAPN. Tout le monde connaît? Non. Voilà, EAPN, en fait, c'est un projet de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion au sein de l'Union européenne. Donc, c'est en anglais, European Anti-Poverty Network. C'est ça? Oui, merci. Donc, je fais partie du projet. C'est le projet au niveau de la France, puisque apparemment, il y en a dans tous les pays membres de l'Union européenne. Sur ce projet, je me suis engagé sur pas mal de raisons. Donc, il y a pas mal de raisons pour lesquelles je me suis engagé sur ce projet, oui. Tout d'abord, il y a l'exclusion, la pauvreté, la précarité et tout ce qui va avec. Et il faut savoir aussi que je ne me suis pas engagé sur ce projet juste pour mon intérêt. Non, je l'ai fait pour toutes celles et ceux celles et ceux que je côtoie quotidiennement, que ce soit lors de mes interventions dans les associations, dans la rue, lors des maraudes, parce que je participe aux maraudes également. Les gens également qui vivent dans les désespoirs, tout le temps dans les pensées négatives et tout, qui ont besoin d'être entendus, mais qui ne sont pas entendus. Donc, voilà en quelque sorte la raison pour laquelle je me suis engagé sur ce projet, du moins, pour essayer de porter leur parole. Parce que j'étais également dans la situation, dans les difficultés, tout ça et tout. Mais ce n'est pas facile à tout le monde d'être dans ces situations-là et de pouvoir reprendre, comment dirais-je, sa vie en main. Parce qu'une fois qu'on plonge dans l'exclusion, dans la pauvreté, dans la précarité, c'est comme si toute notre vie, elle était détruite et tout. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à relever le défi. C'est un peu compliqué, mais moi, personnellement, j'ai réussi à le faire.
Donc, j'ai pris du recul, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, bon, au lieu de rester là, essaie plutôt de réfléchir sur qu'est-ce que tu pourras apporter comme changement ou amélioration de cette situation pour toi-même ainsi que pour toutes celles et ceux qui sont dans la situation. Et ce que j'ai trouvé, c'était de porter la parole, représenter les personnes qui sont dans ces situations, qui ne peuvent pas du tout être entendues et tout, parce qu'ils sont envahis par le désespoir, par des pensées négatives, parce qu'ils ont perdu confiance en eux et tout. Voilà quelques raisons pour lesquelles j'ai accepté de m'engager. Après ça, il y a également l'importance de l'Europe dans nos vies quotidiennes, que malheureusement beaucoup de personnes ne savent pas, ne voient pas, parce qu'ils ne connaissent pas en fait l'Europe en tant que sociale, l'Europe en tant que quoi que ce soit. Beaucoup de personnes connaissent l'Europe juste en tant que continent, tout simplement, le nom d'un continent qui réunit beaucoup de pays et tout, qui malheureusement fait beaucoup de choses en cachette. Pourquoi je dis en cachette? Parce que ce n'est pas médiatisé comme tous les autres sujets. Il n'y a pas assez d'informations là-dessus et il n'y a pas assez de contact avec les personnes concernées sur le social. Parce que lorsqu'on parle du social, on parle aussi des personnes qui sont exclues, on parle de la population et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, les personnes qui s'occupent de ça, les personnes qui ont le pouvoir de changer les choses, ils ne vont pas en contact de ce public. Donc, ce qui crée en fait une exclusion sur ce point, ce qui crée en fait une désinformation ou un manque d'information là-dessus. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour changer les choses, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer, pour faire connaître les projets qui sont portés par l'Europe. Il y a beaucoup de travail pour faire entendre l'Europe au sein des populations, au sein des personnes concernées sur tous les points, si je peux le dire. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment et passer la parole à ma collègue qui est à ma droite là. Et après, on va continuer. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, Morgane Brio. Je suis à la fois déléguée du CNPA, le Conseil national des personnes accompagnées et hébergées, et également au 5e collège du CNLE, le Conseil national de lutte contre l'exclusion. La part de la participation, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui connaît des choses, voilà, la précarité, la pauvreté. Et c'est une contribution de chacun à l'amélioration du système. Un peu la participation, voilà. Donc, on n'est pas forcément du tout dans le champ social à la base. On arrive de divers horizons et comme le disait Mokhtar, on se relève. Aujourd'hui, on a une augmentation de la précarité, on a une augmentation de la pauvreté. On a une ignorance du fonctionnement étatique, des institutions, avec notamment la suppression de l'éducation civique dans l'instruction. Donc, on se retrouve, on l'a entendu ce matin, confronté à un glissement idéologique. Il y avait notamment ce matin l'exemple sur les droits au logement, où entre le côté déclaratif et le côté effectif, on se retrouvait avec une marge non négligeable, et c'est sur cette marge-là qu'il faut vraiment intervenir. Donc sur la concurrence lucrative, il est vraiment primordial de se réapproprier nos droits. Mais pour se les approprier, il faut encore les connaître. Et c'est vrai que la précarité et la pauvreté, aujourd'hui, on est invisible. On le sent, il ne faut pas, on dérange. On dérange, si on peut sortir des écrans radars, ce serait vachement mieux. Eh bien non, désolé, on est là. Et pour pouvoir se réapproprier nos droits, donc il faut les connaître. Donc on avait dans les groupes de travail envisagé une école, faire de l'éducation populaire, sensibiliser aussi dans les lycées, les structures d'accueil. Et c'est vrai qu'on a une grande force en France, elle est tellement forte que l'État se repose dessus sans donner de moyens, c'est le tissu associatif. Donc le rôle de ces associations va être aussi hyper important pour sensibiliser les publics accueillis qui ont des droits. Et c'est vraiment important d'aller chercher chacun. Toutes les voix vont compter. Et vraiment, il faut que ce soit quelque chose qu'on prenne au sérieux.
vous voyez le climat ambiant. Si on ne prend pas la chose au sérieux avec toutes les voix, on n'y arrivera pas. Et on ne va pas commencer en étant des pétistes, on va aller chercher tout le monde. Il faudrait également, on avait pensé à faire une présence visible avec un marketing pour informer sur les droits, genre un agent civique ambulant. Vous voyez, salut, je vous informe sur vos droits. Voilà, pourquoi pas créer des BD pour les enfants aussi, remettre de l'éducation populaire un peu différemment. Des diffusions médiatiques, des spots télé, quelque chose de bref qui ancre dans le subconscient ou dans le conscient collectif. On avait monsieur de la métropole, monsieur le président de la métropole, monsieur Bernard, ce matin, qui disait « Il est possible d'innover ». Et pour aller chercher les voix de monsieur et madame tout le monde, il va falloir innover. Il va falloir aller les chercher. Sur l'importance de voter, juste, le vote aujourd'hui est un droit. À titre personnel, je vous prends l'exemple des dernières présidentielles, on avait un peu le choix entre la peste et le choléra. Moi, je me suis dit, dans les deux cas, on est malade. Je me déplace, je vais dans l'isoloir, mais je ne vote ni pour la peste, ni pour le choléra, je m'exprime. Et c'est aussi un droit. Et en fait, j'ai aussi la curiosité d'aller voir à chaque élection présidentielle ce que votent les gens. Alors, non pas entre la peste et le choléra, ça, c'est pas très intéressant parce que dans tous les cas, ils font ce qu'ils voudront. En revanche, je ne suis pas la seule à m'exprimer dans les urnes. Et à chaque élection, il y a un collectage de ce que les gens qui s'expriment expriment. Je vous cite un exemple, celui qui est le plus nommé aux élections présidentielles depuis qu'il est mort, c'est Coluche. Coluche ressort systématiquement à toutes les élections présidentielles. Donc, ce qui veut dire qu'on peut s'exprimer et c'est aussi s'approprier son droit. Juste que si, faut quand même un petit bémol, c'est que si chacun s'exprime, on va aller dans tous les sens. Donc, il faut aussi des candidats qui représentent des valeurs. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher aussi, c'est non seulement aller chercher les personnes qui vont aller voter, mais des personnes qui vont fédérer nos idées, nos valeurs. Et il y en a dans les candidats. Juste en rebondissant tout à l'heure avec ce que disait Juliette, sur l'alimentation, on peut aussi peut-être favoriser l'autonomie avec une instruction. Alors, on dit souvent qu'il ne faut pas regarder derrière, mais en fait, pour bien aller devant, c'est important de se servir de ce qu'on a fait en amont. Et faire et défaire, c'est toujours faire, oui et bon. Il faut savoir en prendre et en laisser. Et c'est vrai qu'à l'époque de nos parents, la couture était enseignée à l'école, le jardinage, les potagers, tout le monde avait un potager. Donc, peut-être aussi redonner. Moi, je suis née en 81, je ne me cache pas. Je suis arrivée en même temps que Mitterrand. Enfin, non, il était là bien avant moi, mais en tant que président. Je vous avouerai qu'on nous a appris à aller au supermarché. Nous sommes des produits de la consommation. Et aujourd'hui, on fait tout supermarché. Donc, c'est peut-être aussi important de nous redonner de l'enseignement, voilà, des notions de choses importantes qui vont nous rendre autonomes. Donc, ça veut aussi dire laisser l'autonomie possible. Et j'ai envie de finir voilà, sur I Have a Dream. I Have a Dream d'une Europe. Alors, je suis une grande fan des fondements de la Ve République. Les fondements, pas forcément ce qu'on trouve aujourd'hui. Une mutualisation sur la santé, l'emploi, le maillage étatique, l'éducation, la retraite est adaptée à chacun et pas forcément à un âge arbitraire. Et si on pouvait construire cette Europe-là, cette Europe sociale, cette Europe équitable à tous les pays, mais je ne vous explique pas comment je serai en état de jouissance absolue. Voilà, je vous ai livré mon rêve. J'espère que vous en avez plein et qu'on va pouvoir les canaliser et réussir à en faire quelque chose de chouette. Allez voter. Inscrivez-vous. On a encore 1 mois pour trouver plein de gens à inscrire, tous ceux qui ne sont pas inscrits. Voilà, allez voter, l'importance du vote. Et votez Coluche si vous voulez. Mais votez, 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 votez. Merci beaucoup, Morgane. J'ai fait un peu les choses à l'envers, donc je vais recadrer un peu par rapport à l'introduction que j'ai pu faire. Donc, c'est un atelier débat et donc il va y avoir une partie où vous allez forcément y participer. Donc, on va faire tourner le micro à un moment donné. Juste avant ça,
J'aimerais reposer donc une question qui va recentrer un peu le débat par rapport justement à la montée du populisme. Comment justement vous voyez, du moins par rapport aux interventions que vous avez pu faire, comment vous incorporez cette montée du populisme et potentiellement l'échec de la volonté en fait des mises en application des politiques européennes telles qu'elles sont placées aujourd'hui et avec cette montée du populisme, ce qui serait demain potentiellement si ce populisme était amené à gagner les élections. Je suis assez clair, ça va? Je pense que ça a été dit tout à l'heure, la montée du populisme, elle est vraiment liée aussi au manque de lisibilité et de visibilité de l'action publique. En fait, l'action, voilà, on ne sait rien de l'Europe, voilà, c'est ça, les budgets européens, c'est technique, ça se passe dans les couloirs des bureaux des ministères, enfin, on ne voit pas très concrètement qu'est-ce que ça change au quotidien pour la vie des gens. Alors, j'aurais beau vous dire, on a financé tel projet qui monte tel atelier, oui, bon, mais au final, est-ce qu'on a fait beaucoup, enfin, voilà, qu'est-ce que c'est pas visible, vous l'avez dit, on ne communique pas dessus, et c'est d'une technicité où voilà, il faut comprendre la loi française, la loi européenne, les circuits, enfin, voilà, donc, je trouve que c'est très intéressant ce que vous proposez comme déjà piste de travail, de dire comment voilà, aussi on éduque les citoyens, on leur explique comment tout cela fonctionne. Et je pense qu'on a aussi un enjeu, nous, en tant qu'administration, à penser des politiques publiques qui soient opérationnelles et compréhensibles de tous et tous. Et ça rejoint ce que vous disiez aussi. Il faut qu'on ait du coup des personnes concernées qui participent à l'élaboration de ces politiques publiques. Et donc, la boucle est bouclée. La montée du populisme, elle est aussi liée à ça. C'est comment on recrée du lien avec tous les citoyens. Donc, ça passe par le vote, effectivement, mais ça passe aussi par l'ouverture de toutes nos instances de décision aux personnes concernées, pardon, pour qu'elles puissent, en fait, dès le moment où on conçoit une politique publique ou un dispositif, se demander qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la vie des gens et comment on la pense bien pour qu'elle soit utile à tous et pas juste penser voilà, un peu hors sol comme ça peut l'être parfois. Merci. Oui, bien sûr. Je pense que la première des choses, je suis d'accord avec toi, Morgane, sur l'éducation. Il faut savoir ce que c'est l'Europe. Si on fait un radio-crochet, là, on se met dans la rue avec un micro, monsieur, madame, c'est quoi pour vous l'Europe? Il y a un président de l'Europe, qui le sait? Tournant. Bon. Quels sont ses pouvoirs, etc. Le Parlement européen, de quoi est composée l'Europe, etc. Quelle est la différence entre la loi européenne imposable à tous et les directives européennes qui ne sont que des propositions? Bon. Tout ça, le citoyen lambda, et dans une grande majorité, le citoyen, je le vois très large, avec un grand lambda majuscule, ne sait pas ce que c'est l'Europe. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils n'aillent pas voter. Ils ne savent déjà pas faire la différence entre un conseil général et un conseil départemental. Donc, l'Europe, ça finit par être très loin. C'est où? Strasbourg, Bruxelles. Bon, ça comporte combien de pays aujourd'hui? Et puis, la politique sociale. Quels sont les centres d'intérêt de l'Europe? Politique intérieure, extérieure, quelles sont les grandes lignes de la politique de l'Europe? Et au niveau social, où est-ce qu'on intervient? On a l'impression, comme dans beaucoup de domaines, d'être les parents pauvres. Mais pourquoi? Qui sait qu'aujourd'hui, il y a 9 millions de pauvres en Europe? Sur 500 millions, il y a presque 1 million de gens à la rue en Europe. Qui le sait? On n'a aucune information. Moi, je vais voter tout le temps, mais qui sont mes députés, je ne le sais même pas. J'en ai eu connaissance d'une qui était luttée avec moi. Donc, voilà, par exemple, mais sinon, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, ça commence, à mon avis, par là. Et quand on aura fait un peu plus là-dessus, bon, déjà, les gens iront forcément plus voter, puis on pourra, nous, travailler et savoir ce qu'on peut, ce qu'on a à faire avec l'Europe. Quel est l'état de la pauvreté en Italie, en Espagne, en Belgique, en Lettonie, l'Estonie, etc. On ne le sait pas.
Donc on ne peut pas, élaborer une politique européenne si on ne sait pas comment ça se passe ailleurs. Hein, et ce qui est bon, et peut-être qu'ils ont des solutions. On sait que les pays scandinaves s'en sortent très bien. Norvège, Suède, Danemark, etc. Ce sont des pays qui s'en sortent bien. Et qu'ils ont des politiques sociales qui fonctionnent. Eh bien, enrichissons-nous, voyons ce qu'elles proposent, voir si on peut faire du copier-coller, adapter, etc. Voilà, moi, c'est ma position. Je vous remercie. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Oui, pour ma part, en fait, je ne vais pas expliquer les choses sans faire des propositions parce que ça risque pas d'être juste. Donc, pour ma part, j'ai des propositions à faire sur comment est-ce qu'il faut mobiliser les gens, comment est-ce qu'il faut apprendre aux gens, en fait, ce que c'est que l'Europe, les actions de l'Europe et tous les projets de l'Europe, tout ce qui va avec, en fait. Tout ce qui touche à la vie quotidienne des uns et des autres de la part de l'Europe. La première des choses, ça sera de trouver une manière de mettre en lumière les actions déjà posées par les politiques européennes sur la vie quotidienne des personnes. C'est-à-dire, toutes les actions qui ont déjà été posées, c'est de trouver un moyen d'expliquer aux gens, aux personnes que, voilà, ça a été fait grâce à un financement de l'Europe, par exemple, ou ça a été fait, ou par exemple, ce bâtiment, cet immeuble, il a été construit grâce à l'Europe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça serait d'éviter les promesses. Parce que les promesses, tout le monde est fatigué de la promesse, en fait. Déjà, au niveau national, il y a plein de promesses et les promesses au-delà du niveau national, je ne pense pas que ça arrange quelque chose. Donc, ça sera de passer à l'acte. Deuxièmement, ça sera aller vers les personnes concernées pour communiquer sur les engagements de l'Europe et son importance tout en fournissant plus de détails sur les projets déjà en place et à venir. Aller sur le terrain, aller dans les associations, aller dans les structures, discuter avec les gens, avec des preuves à l'appui qui prouvent que l'Europe, elle travaille, qui prouvent que l'Europe, elle existe réellement, qui prouvent que l'Europe, elle se soucie vraiment de la société de ses populations. Troisièmement, il ne faut pas uniquement donner des droits comme le droit de vote. Il ne faut pas uniquement dire aux gens, vous avez le droit de voter, tout, non. Il faut également aller vers ces personnes, recueillir leurs propositions. Parce qu'il n'y a personne qui connaît le besoin d'un autre ou la situation d'une autre personne tant qu'elle ne le vit pas. On peut tous essayer de comprendre, oui, je comprends, je compatis, je suis avec toi, mais le ressenti, c'est uniquement cette personne qui peut le ressentir. Dans ce cas-là, il faut que l'Europe trouve un moyen, soit par les élus locaux, soit par des délégués, soit par des représentants, pour vraiment aller sur le terrain et discuter plutôt avec les personnes concernées. Après, ça sera les enjeux. L'un de ces enjeux, c'est aussi de donner les moyens pour permettre à ces structures de se pérenniser et de fournir ce travail. Un travail qui sera mis en place par l'Europe, qui va permettre aux gens de connaître l'Europe. Et après, ça sera un autre corps intermédiaire important. Ça sera, comme je le disais tout à l'heure, les élus locaux. Les élus locaux ou les travailleurs sociaux, déjà, essayer de former les travailleurs sociaux, de les sensibiliser sur ce que c'est que l'Europe pour qu'ils puissent mieux faire passer le message. Merci beaucoup. Merci Mokhtar. Il y a une dame qui voulait réagir au fond. Pardon. Je pourrais être votre mère, donc j'ai eu l'enseignement ménager quand j'étais gamine. Et franchement, on était bien content que ça s'arrête parce que l'enseignement ménager de l'époque, c'était cantonner la femme à certains domaines. Hein. Donc, non, mais je plaisante. Pas copier. Voilà, je plaisante. Inspiré. Mais en fait, on peut avoir des enseignements complètement différents, filles, garçons, et qui permettent effectivement une éducation plus complète. Mais ça me faisait penser à ça parce que franchement, nous, on était ravis quand ça s'est arrêté. Parce que la broderie, pendant 2 heures, je peux vous dire que c'était quand même pas génial.
Non, simplement pour revenir sur une question plus sérieuse au niveau européen, moi je voudrais insister sur le fait quand même que pour lutter contre la montée des populismes, on peut aussi prendre les exemples qui n'ont pas marché. L'Angleterre est un exemple absolument extraordinaire qui nous a devancés sur tous les points de populisme. Et écoutez les agriculteurs anglais aujourd'hui, les pêcheurs, toutes les populations qui disent s'être fait avoir par le politique sur cette question du Brexit. Je trouve que c'est un très bon exemple pour démontrer point par point ce qui a pu dysfonctionner par rapport à cette montée des populismes. C'est peut-être des choses comme ça, parce qu'expliquer l'Europe, faut le faire, hein. L'Europe n'a pas de compétences santé dans chaque État, donc ce sont tous les États qui vont s'entendre sur des dispositifs, mais il n'y a pas de compétences directes, hein. Donc forcément, ça crée des éléments de discorde et de systèmes de protection sociale qui ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Donc forcément, il y a quand même une divergence très forte. Et le deuxième point, à mon avis, c'est que nos politiques se sont toujours dédouanés des difficultés de leur pays, quel qu'il soit, hein, en Europe, en reportant les torts sur l'Europe. Donc ça, il faut déconstruire ce niveau-là et permettre aux gens de comprendre à quel niveau ils doivent intervenir. Et vous avez raison de dire qu'il faut appeler nos élus locaux, il faut être en lien avec eux, parce que ce n'est pas avec la Commission européenne directement, à part qu'il y a quand même des consultations, mais qui sont complexes. Mais effectivement, les élus locaux peuvent être un relais de sensibilisation par rapport aux questions européennes vis-à-vis des parlementaires européens. Voilà, moi je voulais resituer ça parce que faire de l'éducation à l'Europe, je ne sais pas par quel bout on peut le prendre. Moi j'ai tenté de le faire étant anciennement dans le réseau Euriops, de le faire à un niveau uniquement sur le socle des droits sociaux, sur des choses qui ont émergé quand même, hein, au niveau européen, mais c'est extrêmement difficile d'arriver à faire toucher du doigt ce que ça peut représenter. Voilà, moi je pense que les exemples concrets la Grande-Bretagne est un parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, et ça commence à se savoir maintenant. Donc, on peut aussi... c'était pas la même chose dans la première année, hein, mais maintenant, on commence à avoir les effets négatifs et la population revoterait aujourd'hui, elle voterait contre le Brexit, hein, c'est clair et net. Donc, je pense que c'est des choses comme ça qu'on peut peut-être essayer d'illustrer. Je vous remercie. Oui, je voudrais juste réagir sur deux choses. Déjà, la remarque sur le fait que c'est vrai qu'on ne connaît pas l'Europe, mais en fait, on connaît tellement mal l'Europe qu'il faut aussi faire la distinction entre Europe et Union européenne. Parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes territoires. Europe, c'est vraiment toute une zone géographique. Union européenne, c'est les pays qui ont été du coup acceptés dans la construction de l'Europe, du coup, qui a commencé après-guerre. Et aussi, peut-être rappeler une chose, c'est qu'en fait, bon, on était dans une... Enfin, moi, je n'étais pas là, hein, mais il y avait une logique de reconstruction et un petit peu de réconciliation aussi de différentes puissances à l'époque. Mais la construction, c'était une identité, mais c'était surtout la libre circulation. Et quand on parle un petit peu de la montée des populismes, ça questionne un petit peu cette libre circulation finalement. Et d'ailleurs, c'est quand même une des raisons parmi lesquelles qui ont poussé certains à quitter cette construction qui est l'Union européenne du coup. Donc moi je ne vais pas, ce n'est ni mon rôle ni l'endroit pour prononcer sur la montée des populismes, c'est vraiment se questionner sur ces populismes, qu'est-ce qu'ils pointent du doigt. Ils pointent du doigt quand même cette libre circulation finalement, parce que c'est quand même le fondement, en tout cas c'est comme ça que l'Europe a été construite. Ensuite, je pense qu'il y a, au niveau de comment connaître donc l'Europe ou l'Union européenne, il y a une partie qui repose plutôt sur l'éducation et qui devrait être faite du coup à l'école, à mon sens. Parce que moi, comment je peux vous expliquer cette différence Union européenne et Europe? C'est que moi, on me l'a appris dans les études supérieures. Mais parce que j'ai eu la chance de faire des études supérieures et que j'ai choisi des études supérieures dans lesquelles on m'apprenait cette info-là. Ce qui, du coup, n'est pas le cas de tout le monde. Donc, et une fois qu'on connaît l'Europe, il faut aussi connaître ses droits. Et ça, du coup, là, ça repose peut-être plus sur les travailleurs sociaux éventuellement ou les élus locaux. Connaître ses droits et avoir des droits aussi, parce que les droits européens, c'est aussi le droit de vote, qui ne concerne pas non plus tout le monde, mais qui est quand même une belle preuve, parce que
les élections européennes, c'est une des rares élections où des personnes qui ne résident pas forcément, enfin qui ne sont pas nées dans le pays, qui n'ont pas la nationalité, peuvent voter. Donc il y a quand même beaucoup de choses très positives, et c'est ce qu'on a déjà tous un peu dit, qui sont juste mal valorisées et qui gagneraient peut-être à être plus valorisées. Merci. Il y a Marie-Lucie, au fond. Oui, ma question, c'est par rapport au thème comment faire entendre en Europe la priorité de la lutte contre la pauvreté dans le climat de montée du populisme. Ça me questionne. Pauvreté. Pour moi, c'est un terme très injurieux envers l'humain. Très, très injurieux. Parce qu'on n'est pas pauvre. On le devient. On veut lutter contre une situation qui précarise l'humain et on demande aux gens de voter pour changer les choses. Je crois que c'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut changer les choses quand déjà on n'a pas de la considération pour l'autre? Merci. Qui veut? Pas de réponse. Tu peux. Bah alors Marie-Lucie, merci pour soulever ce point qui est très important. Le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, ne serait-ce que quand tu regardes le plan national de lutte contre la pauvreté. On lutte contre quelque chose. On n'est pas pour de l'inclusion, on est contre quelque chose. Le pauvre est forcément généré pour que le riche puisse aller bien. Enfin, tu vois, c'est pas que... Regarde, sur le plan territorial en santé mentale, moi j'ai déjà hurlé en disant mais rien qu'en appelant ça santé mentale, on est déjà dans la stigmatisation. Donc j'ai refusé les ateliers de travail en disant changez votre intitulé et on reverra. Voilà, mais effectivement aujourd'hui, on est sur des mots, sur du vocabulaire. On rentre dans des cases. Effectivement, personne ne naît pauvre. Et on n'est pas pauvre parce que c'est pauvre sur quoi? Sur de l'enseignement, sur des parcours de vie. On est pauvre économiquement. Donc déjà, c'est vrai que ça pourrait être une précision, tu vois, à apporter et être plus précis dans les mots. Mais après, tu vois, cette pauvreté-là, elle est à la fois économique, mais quand on parle du manque d'enseignement, du coup, c'est aussi une nourriture que l'on n'a plus. Donc, on devient aussi collectivement pauvre, mais c'est complètement volontaire. Je veux dire, plus d'éducation civique à l'école. Enfin, tu vois, il y a une forme de pauvreté qui est volontairement développée, en fait. Et voilà, donc, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les mots qu'on utilise aujourd'hui ont leur importance et ont un impact. Sur des personnes en situation de précarité, d'où est-ce qu'on est pauvre? Peut-être qu'on a fait plein d'études et qu'on a eu un accident de vie. Peut-être qu'à un moment, on a payé l'ISF, non, peut-être pas, mais qu'on a payé aussi des impôts et qu'on a contribué à ce système et qu'en fait, on s'est cassé la gueule, ni plus ni moins. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... La pauvreté, ce n'est pas une fatalité, quelle qu'elle soit. En fait, ni la précarité économique, ni la nourriture, voilà, ce n'est pas une fatalité et on peut aller... essayer de faire autrement. Alors, je n'ai pas complètement répondu, je ne peux pas me permettre, j'ai pas les mots MOTS pour vraiment faire ce qui est la volonté collective. On nous abêtise de plus en plus sur vive les téléréalités et compagnie, et effectivement, les mots perdent de leur sens. Donc, merci à toi de cette précision sur la pauvreté peut-être économique, comme on l'entend dans cette instance. En fait. Donc, merci Marie-Lucie. Merci Marie-Lucie. Bonjour, merci. Alors, dans l'intitulé, moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Il y a cette question de l'enjeu de la pauvreté. Je vais garder ce terme-là.
la pauvreté qu'on va trouver en interne de l'Union européenne, j'allais dire non pauvre, là encore, j'assume ce terme, versus les pauvres à nos portes et les enjeux du réchauffement climatique, de ces populations qui arrivent avec leur valise de désespoir parce que dans le monde où ils ont grandi, où ils ont été riches de leur culture, de leur métier, de leur famille, et bien, il y a eu un coup de vent, un coup de chaud, une pluie qui a détruit leur vie. Et ils viennent à l'Eldorado de l'Union européenne, des pays riches. On est des pays riches. Alors, pays riches qui nient ses pauvres et pays riches qui n'ont aucune envie d'accueillir les pauvres des autres. C'est un super terrain de jeu pour le populisme parce que c'est l'invitation à la terreur. La terreur de l'extérieur, de cette pauvreté envahissante, et elle va être tellement envahissante qu'on va même plus être capable de bien traiter nos pauvres à nous. Et je rebondis sur ce que vous disiez, les pauvres à nous qui nous permettent de nous sentir riches. Donc le vrai enjeu, je pense aujourd'hui de l'Union européenne, c'est d'arriver d'abord à reconnaître qu'effectivement, il y a une pauvreté multidimensionnelle dans son espace et dont elle a une part de responsabilité, dont les élus, ceux qui ont la parole dans cet espace de l'Union européenne aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai dans tous les autres pays d'Europe, mais en tout cas, en France, on a plus le sentiment qu'ils sont punis quand ils doivent être élus à la Commission européenne et loin de Paris et loin des problèmes franco-français. On les exile un peu et je trouve que c'est les premiers qui devraient être promoteurs de l'Europe comme de l'Union européenne, pour être plus précise, comme espace actrice, espace acteur pour les difficultés que nous pouvons rencontrer en interne. Et aussi force de proposition sur l'apaisement et amener à se dire la pauvreté qui est à nos portes n'est pas un danger pour nous. Nous avons les moyens d'accueillir, d'accompagner, sans que pour autant nous perdions des choses. Donc je trouve que la première des responsabilités reste la responsabilité quand même de nos élus dans la communication. Je vous rejoins, communication qui peut être portée par les travailleurs sociaux, pas de problème là-dessus. Beaucoup de travailleurs sociaux que je connais, où j'ai pu être, ont pu profiter de l'action européenne pour financer des projets inclusifs pour un petit espace local près de chez moi qui est tout petit. Donc l'Europe peut être porteuse d'aide sur le territoire français. Et je pense qu'il faut aussi arriver à entendre que l'Union européenne aujourd'hui, et surtout l'Union des riches, et c'est peut-être ça qu'il faut émousser pour que le populisme ne fasse pas mouche. Ouais. Merci beaucoup. C'est tout. Non. Ouais. Rebondir sur ce qu'a dit madame. Oui, ça me dérange. Mais je pense que la distinction que vous avez faite sur les pauvres de chez nous et les pauvres de dehors, elle est très importante parce que pour moi, c'est ça l'un des terreaux du populisme aujourd'hui, c'est de les avoir mis en opposition alors que pourtant la racine reste, les deux sont en précarité économique et ces personnes-là sont plus proches que d'un chef d'entreprise multimillionnaire ou de quelqu'un de très riche. Et je pense que c'est aussi ça le problème de l'Europe à l'heure actuelle. Et pourtant, je suis quelqu'un qui travaille à Bruxelles, je suis au réseau EAPN Europe, donc j'en sais quelque chose, mais c'est que l'Europe s'est quand même construite économiquement sur une économie de marché, une économie qui, par définition, va créer des pauvres. Et ça, c'est quelque chose que dans tous les plans sociaux de l'Europe, on n'a jamais remis en question cette économie capitaliste. On n'a jamais, même le plein emploi, ça ne comprend pas 100% des gens. On accepte qu'il y ait 95% de gens qui travaillent et qu'il y ait 100% de gens qui sont en dehors du système. Et je dis des chiffres au hasard, mais ça peut être bien plus que ça. Et je pense que tant que l'Europe elle-même n'aura pas accepté ce défi-là, tant qu'elle continuera à monter les pauvres l'un contre l'autre, on risque de voir la montée des populismes. Parce que parmi cette montée des populismes, il y a des gens pauvres qui votent pour les populismes parce qu'ils ont l'impression que ce sera la seule voix qui les entendra. Et c'est peut-être ce problème-là qu'il faudrait adresser. Merci. Derrière, au fond. Bonjour. Pour être dans la continuité des propos qui ont été tenus, j'ai l'impression qu'en début de séance, on
portait énormément la question comme quoi l'Union européenne était en soutien dans les politiques de lutte contre la pauvreté. Je me pose la question si l'Union européenne n'a pas été favorable en fait à certaines montées du populisme, à avoir créé de la pauvreté. Quand on reprend l'instruction de 2005 sur l'ouverture à la concurrence des services publics, ça a fait du mal. Notre secteur, on est une exception européenne, la France, avec la question des associations. Quand on voit qu'aujourd'hui, certaines associations sont exclues de la programmation 2023-2027 du FSE, ça pose des questions. Quand on sait qu'il y a une volonté à la disparition du secteur associatif parce qu'on est quelque chose, un ovni dans l'Union européenne, en tout cas le secteur associatif employeur. On est les seuls à fonctionner de cette manière dans les solidarités. Et moi, je me pose la question, est-ce que ça n'a pas été favorable, les politiques économiques de l'Union européenne, à cette montée du populisme? Parce qu'on sait que quand on détruit du service public, c'est la première raison, d'après la plupart des études sociologiques, sur la montée du populisme. Je vous remercie. Je vais rebondir direct. C'est super d'ériger quelque part des constats qui semblent alarmants. Du moins, on est tous d'accord sur ça. Mais on est aussi là, quelque part aussi, pour essayer de trouver des solutions, justement, pour parer cette montée du populisme. Et je vous amène aussi à apporter quelque part cette réflexion-là, à nous donner quelque part des outils ou de la matière à penser, en tout cas, à ce sens-là où tout n'est pas foutu. Parce que et heureusement, parce que vous êtes là et je sens qu'il y a quand même un certain enthousiasme et un engouement quand même à faire évoluer les choses dans le sens où on veut contrecarrer quelque part cette montée du populisme. Et donc, ce qui réside en nous, c'est aussi cette possibilité-là de se fédérer sur des problématiques qu'on rencontre tous pour pouvoir justement trouver les bons outils adéquats pour contrecarrer cette montée du populisme. Et je tiens surtout à souligner ce côté-là qu'il faut s'attacher à vouloir mettre un peu en avant parce que les constats, on les fait toute l'année, même quand on va boire un café et compagnie. Mais essayer de s'organiser en tout cas pour y trouver des réponses adéquates, on le fait beaucoup moins. Je pense que ce genre de journées aujourd'hui, elles sont consacrées pour ce genre de travail-là. Et je contrecarre pas, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis. Hein. C'est juste quelque chose qui me tient moi personnellement à cœur, c'est vraiment de pouvoir trouver des outils pour pouvoir après mettre en application clairement sur le terrain des choses qui vont permettre de combattre vraiment cette idéologie du populisme au sein de l'Europe. Merci. Ouais. Waouh. Ça fait un petit moment qu'il voulait. Après, mais la personne pour eux, je suis là. Ah oui, c'est vrai. Moi, je voulais juste dire par rapport à madame tout à l'heure, il y a aussi une idée reçue en France qui était peut-être valable dans les années 80, qui ne l'est plus, sur le côté la France accueille. Nous sommes des très... Non, mais quand nos pauvres et les autres, en fait, c'est comme si on était encore la super terre d'accueil qu'on a peut-être pu être dans les années 80, mais aujourd'hui, on est plutôt mauvais élèves, en fait. Hein. Donc voilà, et tout à l'heure, monsieur, sur le côté tissu associatif, je l'ai dit, c'est tellement puissant que l'État se décharge et donne moins de thunes, hein, ils sont sympas, mais se décharge complètement la force de ce tissu associatif. Et je crois qu'il faut vraiment le mesurer, en fait, et peut-être s'en servir. Je suis un peu trop de balle en disant ça, mais quand même. Pardon. Oui, moi je voulais tout d'abord vous remercier pour vos interventions. Et je relisais le titre de votre atelier et je me disais, mais quand on se demande comment faire entendre en Europe la priorité de la lutte contre la pauvreté dans un climat de montée des populismes, vous recherchez des outils, vous apportez des outils, mais je me dis le risque que avons-nous pris le souci d'être d'accord sur la compréhension qui est la nôtre du montée du populisme? C'est-à-dire, sommes-nous bien d'accord sur ce qui explique? Parce que les solutions, elles ne sont pertinentes que qu'on trouve un consensus à la fois assez commun sur ce qui vient... en tout cas, si on veut qu'une société à son plus petit niveau, d'ailleurs,
construise un outil au plus proche de la réalité des personnes, il faut qu'on soit d'accord sur ce que l'on fait, c'est-à-dire sur ce que l'on comprend des choses. Et moi, je pense que le populisme, il a plusieurs visages. Il a multiples visages. Et je regrette un peu là qu'on n'ait pas eu le souci ou la rigueur de se dire, mais que comprenons-nous de cette montée du populisme? Oui, en effet, le mot consensus, il vient d'être dit, enfin, parce que je pense que l'action sociale actuellement, elle travaille plus dans le dissensus. Et je pense aussi qu'à niveau idéologique, l'Union européenne, elle ne tient pas compte de ce nihilisme politique et aussi du fait qu'il y a un wokisme aussi. Et les générations qui sont actuellement dans cette crise, au vortex de cette crise, n'étaient pas assez entendues. Et je crois que pour mieux faire comprendre cette idée d'action sociale, il faut travailler un peu plus sur la visibilité des actions. Merci. Merci. Oui, pour répondre à votre question, et je pense que M. Rosanvallon ce matin a un peu apporté la question, la réponse, pardon, c'est pour moi une des solutions, mais la principale, déjà, c'est que on comprenne que la démocratie représentative, bien évidemment, elle est essentielle, mais elle est plus suffisante. Avant, on se contentait, en tant que citoyen, élire un président en France tous les 5 ans, élire des députés à Bruxelles, dont on ne savait pas très bien qui ils étaient, quels étaient les rôles, etc. Et aujourd'hui, on veut plus. Et c'est très bien. Par exemple, nous, dans notre association, on fait siéger maintenant depuis 5 ans des allocataires de minima sociaux à la commission affaires sociales des départements de France. Donc là, il y a 4 sous-commissions dans cette commission. Il y a des jeunes de l'ASE qui peuvent s'exprimer, des anciens qui sont passés par l'ASE, des allocataires du RSA, des allocataires de l'AH, des personnes qui ne veulent pas des minima sociaux parce que ça a été dit, bon, on connaît tous ici la raison pour laquelle il y a un taux de non-recours au RSA de près de 30%. Voilà, donc tant qu'on ne développe pas cette question de la démocratie participative, comment on fait, nous, on arrive à le faire à l'ADF. Au CNLE, on est en train de se battre avec votre président, parce que c'est très bien qu'il y ait des gens qui connaissent la pauvreté, qui siègent au CNLE. Est-ce que tu as regardé déjà le cahier des charges? Je ne sais pas dans quelle association tu es, mais pour qu'une association candidate pour envoyer des personnes en situation d'exclusion au sein du CNLE. Ben, si tu ne fais pas partie excusez-moi, de l'UNIOPS ou de la FAS ou de l'APN, c'est bon. Là, c'est compliqué. Donc là, on est en train de se battre, c'est-à-dire tout bête, pour qu'il y ait des personnes qui ne sont pas suivies par ce qu'on appelle des multinationales sociales, qui puissent siéger de plein droit, comme ça, qui seraient désignées au hasard, comme on a fait avec l'ADF, qui siège au niveau de la commission affaires sociales. Alors, juste parce que, en fait, effectivement, on est tous dans l'équipe, en tout cas, des personnes accompagnées ou qui l'ont été. Donc, connaissant la précarité, donc très rapidement, moi j'ai connu la soumission chimique, donc drogue-viol. Ça a pulvérisé ma vie. J'ai connu les centres d'hébergement, j'ai connu l'exclusion, donc RSA. C'est un truc très à la mode, mais on ne croit pas la victime, donc c'est très compliqué. En fait, il y a le CNLE qui effectivement doit être
portée par une fédération ou une association. Après, vous avez une autre instance qu'on représente, enfin pour la plupart d'entre nous, on représente également, c'est le CRPA et les CNPA. Et là, c'est peut-être un petit peu plus ouvert en termes de participation. Après, quasiment dans chaque région, vous avez des délégués. On est aussi là pour ça, en fait, pour récolter, porter le plus haut possible et le plus loin possible. Donc, j'ai envie de dire, effectivement, sur la participation, le chemin est très grand. Il est à construire. Il est important et essentiel de ne pas nous exclure des décisions qui nous concernent. Enfin, il faut peut-être quand même, minimum, savoir comment ça se passe, en fait, concrètement. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi l'intérêt de nos participations, de pouvoir... Et donc, je finis par vous répondre, j'ai fait un AVC, je suis aujourd'hui à la hache. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. Donc, vous avez des vrais gens qui sont vraiment issus de la société civile, qui ont connu vraiment des choses d'exclusion et qui ont toute légitimité à porter la parole. En fait. Et donc, on peut se rapprocher. Et je ne sais pas sur quelle région vous êtes, mais je suis sûre que vous avez un délégué ou CNLE ou CRPA qui peut être présent. Mais venez au CRPA. Oui, alors, c'est déjà fait, mais c'est vrai que ça doit faire 3 ans que je ne suis pas venu au CRPA ou au CNPA. Moi, je parle il y a 3 ans. Déjà, je vois l'évolution en 2 ans. Moi, j'étais au congrès de l'UNIOPS il y a 2 ans. Non, Sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de table ronde animée par les personnes accompagnées. Donc, les choses évoluent et tant mieux. Donc, c'est très bien. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je me rappelle d'un débat que j'avais eu, qui avait été organisé par France 3, Île-de-France, avec Étienne Pinte. Et à l'époque, c'était avant M. Brice, voilà, M. Gallois, merci, sur la question de la participation. Le problème sur lequel on bute en France, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à franchir le pas de ne pas avoir ce qu'on appelle des professionnels de la participation. Moi, je le vois avec l'ADF. Non, mais je sais, et d'ailleurs, voilà, et moi, il se trouve que j'étais au Grenelle de l'insertion en 2007, on a été rémunérés. Et là, même si j'ai eu des différends avec lui plus tard, chapeau Martin Hirsch, parce qu'à l'époque, il dépendait de Fillon. Son ministère était rattaché directement à Fillon. Et c'est vrai qu'il s'est battu pour qu'on soit battu. Aujourd'hui, tout le monde parle de la participation. À l'époque, c'était une révolution, même si déjà Étienne Pinte avait parlé de participation, mais ce n'était pas du tout à la mode. Comme aujourd'hui. Après, ce que je pense, je vais donner un autre exemple. Nous, on se bat pour que dans les cartes, dans les conseils d'administration, pareil dans les CPM, il y ait des personnes accompagnées, par exemple. Sauf que le code de l'action sociale... S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Ouais, si on peut recentrer un peu le débat. Et exact, il y a juste encore... Alors, je pense qu'on va, oui, en effet, peut-être recentrer un peu le débat, mais juste pour vous répondre, comme j'étais, il y a 1 an et demi, collaboratrice au secrétariat général du CNLE, je peux vous dire que je connais très bien le dossier de comment une asso peut participer. Et elle n'a pas besoin de faire partie d'une fédération. Par contre, elle a besoin d'être en capacité d'accompagner les personnes concernées. Et il y a du coup, et là, ça pose question quand même, une personne qui est appelée personne ressource, qui doit, qui a une partie de son salaire qui est financée par la convention signée par le CNLE pour accompagner les personnes. Pour autant, il est vrai que les personnes sont défrayées, mais ne sont pas rémunérées. Et vous avez raison, et moi, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on a fait un rapport sur la participation que je vous invite à lire, qui questionnait justement, on a fait justement participer les personnes concernées pour savoir est-ce qu'elles avaient envie d'être rémunérées et si oui, sous quelle forme? Parce qu'il faut prendre en compte leur situation. Est-ce qu'elles ont un RIB ou pas? Il y en a qui n'ont pas de RIB. Est-ce qu'elles sont en capacité de toucher, d'être rémunérées? Est-ce que ça ne va pas les faire passer sous un certain seuil par rapport à leurs minima sociaux? Mais
si c'est fait certaines fois, on ne peut pas ne pas le faire, surtout à l'heure où, quand il y a les assises de à peu près tout aujourd'hui, là, on rémunère les gens. Et là, pourquoi on rémunère des gens qui se déplacent quelques jours alors que les personnes du CNLE ont été engagées, enfin, ont donné leur accord pour ça, mais se déplacent encore plus, mais de façon gratuite, doivent se débrouiller pour leur mode de garde éventuel, etc. On va recentrer le débat, mais je suis totalement en accord avec vous. Et pour juste vous citer certains exemples, on avait des associations, on avait un CHRS qui faisait partie vraiment de la banlieue de Clermont-Ferrand, qui était rattaché à aucune fédération. On avait aussi une petite association à Lannion, enfin, je parle de mes souvenirs, qui n'était pareil, pas rattachée à une fédération. Et même du temps d'Étienne Pintz, il avait demandé à ce qu'il y ait des personnes qui étaient à la rue, qui soient même sans papier, il me semble, qui soient représentées. Et ça, c'est une bonne idée sur le principe, mais c'est aussi donner la voix à des personnes qui, malheureusement, ne pourront pas l'exprimer par ailleurs. Mais c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas de voix et d'expression à donner. C'est juste qu'il faut aussi faire attention à au message qu'on donne aux personnes. Mais bon, si on revient plutôt sur notre sujet, je suis aussi d'accord avec la réaction tout à l'heure, parce que j'ai parlé de libre circulation comme fondement de l'Europe, mais il y a aussi la monnaie commune et le fait que du coup ça ancre dans un système de capitalisme du coup et de services marchands, parce que le service public comme on l'a en France, c'est pas le même quand on l'a ailleurs. Donc la mise en concurrence du service public, en effet, elle est quand même assez dangereuse finalement, puisqu'elle dessert les personnes qui sont les plus en difficulté et pour qui on n'a pas vraiment pensé ce système européen. Et en effet, après la question, et c'est celle qui est posée, on peut aussi se dire comment on fait pour faire entendre en France la lutte contre la pauvreté comme priorité, et même à tous les niveaux en fait. Donc je pense que quand on parle de justement réfléchir à quelles propositions on peut faire, c'est faire participer les personnes, c'est éveiller un petit peu les personnes à ne pas se construire contre. Parce que moi, ça me gêne en fait quand on dit les pauvres qui nous aident à nous sentir riches. Ça, c'est un énorme problème en fait. Enfin, je veux dire, on est dans une société où on vit ensemble, on ne vit pas les uns contre les autres. Bon, il ne faut pas être non plus trop idéaliste, mais si on part de ce postulat qui est peut-être la conception de beaucoup de personnes, je pense qu'on est déjà en capacité de chercher des solutions pour lutter contre la pauvreté si on l'a tellement intégré finalement. Je suis d'accord. Je promets de faire court et pas une intervention trop longue. Merci. Mais pour revenir sur le sujet du débat et ce que tu viens de dire, qui est quels sont les moyens, il a été beaucoup dit la visibilité, mais je pense que c'est important de penser à la visibilité à toutes les échelles et tous les niveaux de la construction des politiques publiques. C'est-à-dire que on voit de plus en plus, j'en organise un d'ailleurs, des événements où il y aura de la participation citoyenne, où on va consulter les personnes en situation de précarité, mais la plupart du temps, ça intervient soit en consultation, soit en évaluation, mais quand ça a déjà été fait. Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réaction, c'est juste un peu pour lisser les angles et pour dire, regardez, on a consulté tout le monde, mais on ne les a pas consultés dès le début. Ce que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui lors de ces débats, et c'est ce qui a été dit, c'est que là, pour la première fois, on peut confronter les politiques à la réalité des gens. On a vu les vice-présidents de métropole, etc. Ils ont été confrontés à ça et peut-être que maintenant, ils vont pouvoir évaluer. Mais je pense qu'il faudrait penser dès la conception des politiques publiques. Il va y avoir les élections européennes là en mai prochain. Il sera important, juin prochain, merci. Il sera important de déjà penser à la suite, en fait, au prochain bureau européen, à qui seront les personnes et comment elles pourront inclure les personnes en situation de précarité dans cette conception des politiques. Merci. Merci. Rien qu'en relisant la question, je me suis dit qu'en la posant dans ce sens, en parlant de lutte contre la pauvreté, dans un climat de montée du populisme, on fait monter le populisme. Pourquoi je le lis comme ça ? Parce que j'ai entendu la réclamation de madame qui disait parler de la pauvreté, c'est infamant pour les gens, voilà. Alors donc, la pauvreté, on s'adresse à des personnes quand on parle de la pauvreté, alors qu'on devrait parler des situations de pauvreté, on devrait parler des situations de précarité, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le travail, etc.
En posant la question, eh bien, effectivement, on oppose la pauvreté à la richesse. D'ailleurs, ça a été dit 2-3 fois. Et donc, on a un discours qui fait monter le populisme. Enfin, je pense que là, la question, elle est vraiment posée à l'envers. À l'envers dans le sens où finalement, on amène une montée du populisme dans la façon de poser la question et d'opposer pauvreté, précarité, comme une question par rapport à l'humain et non pas par rapport aux situations. Voilà. Je vous renvoie à la question comme ça. Bah, je vais en profiter puisque la question, c'est moi qui l'ai posée. Donc, voilà, merci. Merci. Bon, je l'ai pas prévu comme ça. D'où il vient ce projet et d'où vient cette question? On a une structure qui s'appelle le APN qui travaille qui a proposé à la délégation interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté une réflexion sur la citoyenneté des personnes en situation de pauvreté. Je dis bien les personnes en situation de pauvreté. Et dans le cadre des élections à venir et aussi d'une atmosphère politique assez défavorable. Et donc, on pourrait, je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur est-ce qu'on a un consensus sur la notion de montée du populisme, des populismes. Peut-être qu'on n'a pas de consensus, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à l'heure actuelle, on a quand même une vision, je parle globalement, et peut-être pas ici, mais en tout cas dans les institutions publiques, on a quand même une vision d'une recherche de richesse et quelque part d'invisibiliser les personnes en situation de pauvreté. Donc c'est aussi ça qui était peut-être dans ce titre mal formulé, mais néanmoins j'ai mis beaucoup de moi-même. Et donc, où je veux en venir, c'est que là où je ne suis pas en accord total avec monsieur sur... je ne veux pas opposer les associations qui représentent les personnes en situation de pauvreté et les personnes qui vivent des situations de pauvreté. Et j'ai entendu parler des vrais gens tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression de ne pas être un vrai gens, pour tout vous dire. J'ai l'impression qu'on est tous des gens vrais. Et donc, on fait avec et on peut avoir... même dans des situations, lorsqu'on ne vit pas des situations de pauvreté, être en capacité d'avoir une réflexion sur la pauvreté. Quant au CNLE, il se trouve que l'UNIOPS est au bureau permanent du CNLE, et j'ai le privilège de représenter l'UNIOPS et les associations, l'ensemble des associations du collège 2. Ce qu'on essaye de promouvoir, et Nicolas Duvou, le président du CNLE, est tout à fait d'accord, c'est que quelle que soit la prise de parole ou j'allais dire la légitimité, je retire le mot légitimité, quelle que soit la situation que vivent les personnes lorsqu'elles prennent la parole, elles sont écoutées de la même manière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un débat qui a été lancé il y a quelque temps sur, pour faire simple, les rapports du CNLE et la qualité ou la légitimité pour avoir ces rapports en fonction de la personne qui le rédige. Je refuse de me dire que parce que c'est une personne qui est du collège 1, je crois que c'est du collège 1 de mémoire, chercheur ou personne qualifiée, il est obligatoirement de meilleure qualité qu'une personne en situation de pauvreté qui rédigera un rapport. Je refuse. Je refuse de me dire que la prise de parole d'une personne en situation de pauvreté aurait moins de valeur ou plus de valeur qu'une prise de parole d'une personne qui est intéressée par la question de pauvreté et qui donne du temps pour être au CNLE ou ailleurs. Après, les points de vue se discutent, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de... Là, n'essayons pas de créer des situations où la légitimité des uns serait contre la légitimité des autres. Carrément. Donc, et là où il y a quand même eu un grand progrès dans le CNLE, c'est que je vous rappelle l'historique du CNLE, c'est qu'on a, en 2014, sauf erreur de ma part, un 8e collège qui, pour l'avoir vécu de l'intérieur, non pas que j'étais en situation de pauvreté, mais pour l'avoir vécu dans d'autres circonstances, était quand même
il fallait que les personnes venaient un jour avant, il y avait tout un travail en amont, et l'écho du thème collège était quand même assez restreinte ou limitée. Là, depuis la réforme du CNLE, on a 50% de personnes en situation de pauvreté qui interviennent sur tous les sujets, et tant mieux. Donc voilà, on progresse. Et ce que je ne voudrais pas qu'on ait comme idée en sortant de cette table ronde, c'est que on a une opposition entre les personnes en situation de pauvreté et les structures, dont l'UNIOPS, qui essayent de faire émerger la parole des personnes en situation de pauvreté et qui, quelque part, les représentent. Voilà. Donc, je n'apporte pas grand-chose au moulin, je suis d'accord, mais en tout cas, juste pour vous dire que on n'est pas en situation d'opposition, et au contraire, on est dans une situation où on essaye de s'enrichir, et j'aime bien le terme d'ailleurs, de s'enrichir les uns les autres pour proposer des situations de lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup. Juste une petite réaction. Moi, je pense que justement, en plus de l'expérience que j'ai eue au CNLE, à la fois les personnes concernées étaient très contentes de travailler avec des personnes dites qualifiés, type des scientifiques par exemple, ou des experts par l'expérience professionnelle, disons. Mais eux aimaient bien aussi être appelés, il y avait tout ce débat avec ATD, experts du vécu, pour que quand même on ne dévalorise pas une expérience personnelle par rapport à une expérience académique, professionnelle, et c'était très respecté en fait, parce que c'était un échange, c'est-à-dire que les personnes concernées, on va dire personnes concernées puisqu'on les appelle comme ça, étaient ravis de cet échange et n'ont jamais pensé qu'il fallait qu'elle soit 100% la totalité du quorum du CNLE. Et à l'inverse, il y a beaucoup de personnes qualifiées ou de représentants d'organismes qui étaient aussi très contents de se confronter aussi un peu, de sortir un petit peu de leur quotidien et de pouvoir se confronter aussi à d'autres choses. Donc je pense que ce que vous dites est très très vrai, c'est un échange et c'est une richesse. Pour autant, les personnes qui siègent au CNLE ont un emploi et le font souvent dans le cadre de leur emploi. Les personnes en situation de précarité qui sont personnes concernées n'ont pas toutes cette chance, si on considère que c'est une chance, d'avoir cette insertion professionnelle. Donc, se pose quand même la question de l'égalité de traitement. Pour autant, ça ne remet absolument pas en cause l'idée que les personnes concernées ont leur place comme les autres ont leur place, à mon avis, mais c'est plutôt aux personnes concernées de confirmer mes propos. Et je pense qu'en effet, il ne doit pas y avoir de valorisation en fonction des rapports publiés. D'ailleurs, dans les groupes de travail qu'on avait mis en place sur l'égalité des chances, l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle et le logement, il y avait toujours une coprésidence et des rapporteurs. Donc je pense que c'est important que ça reste comme ça. Merci. Merci, bonjour. Vous parliez que vous vouliez aussi des solutions. Je pense que c'est une question tellement compliquée qu'on n'arrive pas évidemment à avoir des solutions. Mais je rejoins les deux derniers points qui ont été dits. Moi, je travaille à Bruxelles pour un centre de recherche où on essaye de pratiquer le croisement des savoirs et la non-hiérarchisation des savoirs. Donc, on essaye vraiment de mélanger les savoirs des personnes concernées, des académiques, des professionnels de terrain. Et ça reste compliqué parce que parfois, ce n'est pas non plus vu comme quelque chose de crédible par les académiques, par d'autres, etc. Et donc, ce n'est pas repris. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes dans notre centre pour faire des recherches. Donc, c'est quand même que petit à petit, c'est légitimé. Et l'autre chose, je m'étonne un peu qu'il y ait un acteur qui n'ait pas été cité jusqu'à présent, c'est les médias. Et ça, je pense que, par rapport à la question qui est posée aujourd'hui et la montée des populismes, ils ont un rôle majeur, en fait. Et je rejoins ce que vous disiez aussi, on est une force super importante au niveau associatif et on n'arrive pas à se fédérer là autour parce que quand les médias publient des articles, ce serait tellement simple de démonter tout ce qu'ils disent en apportant des éléments concrets. Et je pense que je reviens aussi à ce que vous disiez, de partir de cette idée de situation comparable, en fait, que les personnes en situation de pauvreté et les migrants, en fait, c'est le même combat. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose à travailler, mais ce n'est pas une solution, mais c'est un espoir.
Super, je vous remercie beaucoup. Donc on arrive pas loin de la fin de... Exactement, on a déjà un peu dépassé, on est un peu débordé. Donc juste pour resituer et avoir un petit discours un peu de clôture, c'était pour dire aussi, si cette question on se l'est posée, c'est parce que le contexte il est quand même assez particulier. On voit bien à travers l'Europe quand même, les extrêmes ils sont en train de grimper en flèche. Comme vous l'avez dit si bien, les médias ils jouent un rôle très important là-dedans aussi, à relayer donc des choses qui sont toujours très négatives, et ils relatent très peu les bonnes réussites qu'il y a dans les intégrations des pays et des personnes qui peuvent venir d'autres pays et qui apportent aussi une certaine richesse. Et donc, je pense que c'est important aussi d'avoir ça à l'esprit. Et justement, l'intérêt de cette question, elle est aussi de susciter quelque part l'éveil démocratique et l'éveil de citoyens qui émane chez les gens, du moins qui est à l'intérieur des gens, pour pouvoir justement voter et susciter en tout cas l'envie de voter un maximum, parce que c'est une élection cette année qui semble cruciale quand même. Et c'est en général une élection européenne où la participation elle est jamais très élevée. Et c'est très important, je pense, cette année de se mobiliser justement pour optimiser la participation justement d'un maximum de personnes et de citoyens sur cette question-là. Et il y a des dates, elles sont inscrites. Donc, on a jusqu'au 3 mai donc, pour être inscrit sur les listes électorales. Et je compte sur vous pour faire un peu ce travail de communication dans vos réseaux. Parce que je pense que si je sonde un peu la salle à demander qui a sa carte d'électeur, je pense que dans la salle, quasiment tout le monde va lever la main. Donc l'intérêt, c'est quand même de dépasser justement notre personne et de pouvoir aller sensibiliser quand même autour de nous sur cette question-là et de faire voter un maximum de personnes. Et surtout, du moins peut-être pas de les orienter vers une personne que vous-même, que vous aurez choisi, mais de les intéresser, en tout cas de susciter cette appétence-là de nouveau à la citoyenneté et à s'intéresser au programme des personnes qui se présentent pour qu'ils puissent trouver au moins leur intérêt à voter sur quelqu'un qui puisse porter leurs intérêts et leurs valeurs. Voilà. Je tenais à vous remercier parce que c'était un riche débat, un riche atelier. Et c'était une grande première aussi pour moi. Pardon ? Et ouais, je remercie mes humbles camarades. Et donc Morgane et Juliette aussi pour leur intervention. C'était franchement riche. Merci à vous.